Bien, remettons d'abord cet objet qui va être notre GSM, remettons-le à la surface de notre scène 3D. Donc il faut bien comprendre que cet espace qui est devant nous, cet espace virtuel, est notre monde 3D et sa surface, c'est à l'endroit où se croisent les différents axes, et donc on va pouvoir considérer ça comme un seul, même si pour le moment il n'y en a pas, donc pour le moment il n'y a vraiment pas d'objet. Et on va placer cet objet pour qu'il soit comme sur un sol. Donc si je me mets encore une fois dans ma vue orthographique de face, front orthographique, donc en tapant 1 sur le clavier numérique, je peux le placer plus précisément pour qu'il soit quasiment sur la ligne rouge. Donc pour le moment, il n'y a pas de sol enfin il y a un sol virtuel, mais je veux dire, il n'y a pas d'objet sol dans ma scène 3D. Et je peux en créer un facilement en ajoutant un plane. Alors il va me créer par défaut un plane qui a une dimension de 2 sur 2 sur 2. Et je vais changer sa taille en tapant S, S pour scale. Donc c'est la première lettre du mot, c'est souvent la première lettre, rotation c'est R, scale c'est S. Donc si je tape S et que je bouge ma souris, eh bien je vois, voilà, je change la taille. Donc c'est une autre façon, plutôt que de rentrer des chiffres, je peux le faire interactivement. Et donc là maintenant j'ai un sol, et on voit tout de suite que mon objet est à la surface du sol. Alors ce qui est très important de bien comprendre en 3D, c'est que les objets ne sont pas repoussés les uns par les autres. C'est-à-dire que les objets peuvent très facilement se rentrer l'un dans l'autre parce qu'ils n'ont pas de solidité, ils n'ont pas de consistance. Ces objets ne sont que des surfaces posées l'une contre l'autre, et l'intérieur est vide. Si je rentre suffisamment près de mon cube, ici que je bouge avec ma souris et que je me déplace, et bien ici je suis à l'intérieur du cube. Voilà, donc ceci est l'intérieur du cube et on voit que c'est vide. Donc pour que vous voyez bien, je vais me rapprocher encore un peu plus ici, voilà, et on voit ici le coin en dessous. Et donc tout ça, ce sont des espaces vides. Le sol n'a pas d'épaisseur, donc ce n'est vraiment qu'une surface. Et si je prends mon cube là maintenant, ici, que j'ai déformé, et que je le descends trop bas, bah, il rentre dans le sol, rien ne l'empêche de rentrer dans le sol. Donc c'est pas comme dans la vraie vie où quand un objet tombe à terre, bah, il rebondit sur le sol. Ici, il n'y aura pas ça. Alors bien sûr, je peux simuler ce genre de choses en 3D, et on parle alors de simulation. On a déjà un petit peu parlé la fois dernière. Simulation, donc ce sont des fonctions qui vont faire en sorte de faire comme s'il y avait un état solide entre les objets, ce qui n'est pas le cas du tout en 3D. Donc si par exemple j'ai un personnage et que je vais l'asseoir sur une chaise, ben, je ne vais pas l'asseoir sur une chaise, je vais mettre ses fesses à la surface de l'assise de la chaise. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas le faire tomber sur la chaise. Ça n'est pas possible. Je peux simuler le fait qu'il tombe sur une chaise, mais ça c'est encore autre chose. Ok, donc revenons-en à nos histoires ici. On a maintenant un sol qu'on changera encore plus tard pour en faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais occupons-nous d'abord de notre smartphone. Donc comment est-ce qu'on peut le transformer? Quand je veux transformer un objet, quand je veux le modifier, quand je veux le construire quelque part, je dois l'éditer, je dois rentrer dans son mode sous-objet pour aller changer les éléments qui le composent. Chaque objet en 3D est composé de points, de lignes et de faces. Donc si je rentre en mode d'édition, donc ici j'ai le mode objet, je peux passer en mode édition. Le raccourci clavier, c'est le tabulation, c'est la touche tabulation qui se trouve juste au-dessus du cap lock, complètement à la gauche de votre clavier. Donc si je rentre en mode d'édition, eh bien je vois que j'ai des points à chaque sommet ici. Alors je vais mettre en mode de sélection, ce sera plus facile. Voilà, j'ai des points. Ces points se reliaient par des lignes. Les lignes, c'est ce qu'on appelle des edges. Donc je suis ici en train de sélectionner des edges. Et quand j'ai 4 edges, eh bien, ou 4 points, eh bien, j'ai une face. Enfin, quand j'ai 3 points, je peux aussi avoir une face. Le minimum, c'est 3 points. Évidemment, il n'y a pas de maximum. Je peux en avoir autant que je veux. En jouant sur ces divers sous-objets,
eh bien je vais pouvoir modifier, transformer en rajoutant des edges, en déplaçant des faces, en déplaçant des points. C'est comme ça que je vais constituer, que je vais créer mes objets. Donc dans ce cas-ci, par exemple, je vais pouvoir avoir envie de créer, on va dire, ce petit effet d'arrondi qui se trouve ici, en rajoutant des divisions. Je vais en rajouter par exemple 2 ici, et je vais légèrement déplacer la face qui va être ici au milieu, et automatiquement je vais créer une certaine forme d'arrondi. On va voir ça tout de suite. Donc si je veux rajouter des lignes, donc des edges, j'ai un outil pour le faire. C'est l'insertion de Edge Loop. Alors, Edge Loop, c'est un petit peu, on pourrait traduire ça par des ceintures de lignes, ou des ceintures de Edge. Donc, si j'utilise le raccourci CTRL-R, je vais pouvoir avoir la création de ces lignes. Donc ici, par défaut, il me propose de le faire directement au milieu de mon objet. Je peux cliquer une première fois, déplacer ma ligne, donc ça c'est une possibilité. Alors je vais annuler ça, CTRL Z, donc je vais cliquer droit et puis je vais annuler, voilà. Je refais l'opération, CTRL R, donc là je vais dire que je suis d'accord avec le fait qu'il me le fasse au milieu, on verra après pourquoi ça peut être intéressant. Donc je suis d'accord, je vais appuyer 2 fois sur la touche Enter. Ça pourrait être aussi 2 fois sur le clic gauche de la souris, mais Enter c'est peut-être un peu plus facile sur le clavier, donc j'appuie 2 fois sur Enter, et donc là il m'a fait la division. Maintenant que j'ai cette division, l'idée ce serait de en fait dupliquer cette division pour en avoir 2 ceintures de edge, plutôt que d'en avoir qu'une seule. Et donc j'ai une opération pour faire ça, c'est ce qu'on appelle un bevel. Enfin, un bevel, ça sert à un tas de choses, mais notamment dans ce cas-ci, ça va pouvoir me faire ce que je cherche à faire ici. Alors, le bevel, bevel, ça s'écrit B-E-V-L-V-E-L, pardon. Donc, si maintenant je fais CTRL B, puisque l'outil est un bevel, c'est souvent la première lettre qui joue, et que je bouge ma souris, eh bien, on voit que je dédouble, en fait, la ceinture d'edge que j'ai créée. Et l'idée, c'est d'aller le mettre à peu près ici pour diviser, grosso modo, en 3, sachant que la partie centrale est quand même un peu plus large que les 2 autres parties sur le côté droit et le côté gauche. Voilà, je fais ça à l'œil, donc il n'y a pas de souci. Je clique gauche pour valider ma modification, et donc ici, je viens de diviser mon objet en rajoutant 2 ceintures de edge. Si je sélectionne, je suis en mode de sélection, je clique n'importe où, on voit ici maintenant effectivement j'ai bien rajouté 2 ceintures de edge. Donc je suis en edit mode, et là j'ai pu faire ça parce que j'étais en edit mode. Je serais en object mode, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Cette opération ne peut se faire que quand je suis en edit mode. Alors, dans les outils qui sont aussi sur le côté, le CTRL R correspond à cet outil-là, mais CTRL R, quelque part, donc on appelle ici Loop Cut dans le cas de Blender. Cet outil-là a une petite particularité par rapport, si je sélectionne à travers l'icône ici, ou par rapport au CTRL R, c'est que le CTRL R me permet d'avoir plus de contrôle, plus de possibilités, notamment de jouer avec la souris, etc., comme on le verra plus tard. Alors, je vais sélectionner le mode face, sélectionner la face, et je vais la déplacer. Il n'y a pas de raccourci clavier directement implémenté pour l'outil de déplacement, mais je peux éventuellement en rajouter un. Donc, je sais que W, si je tape W, ça me ramène en mode de sélection. Ce serait pas mal d'avoir quelque chose qui me permette de passer en mode de déplacement, parce qu'on fait souvent du déplacement quand on fait de la modélisation. Donc ce que je peux faire, c'est venir ici dans mon outil, faire un clic droit et ajouter un shortcut, ou changer le shortcut dans ce cas-ci, parce qu'il n'y en a pas par défaut. Donc je fais un change shortcut, et là je vais appuyer sur Alt W. Voilà. Ok, donc maintenant, quand je regarde quand je fais Alt W, eh bien je suis en mode de déplacement. Si je viens
placer ma souris, je vois que mon shortcut c'est Alt W. Donc Alt W enfoncé en même temps et je peux changer ce shortcut. Donc je vais bouger un petit peu ici pour arrondir, peut-être pas aussi fort, il ne faut pas non plus exagérer. Et je vais le faire aussi ici en dessous. Alors quand je passe en dessous, évidemment, je ne vois plus grand chose, à part qu'à un certain moment donné, je peux presque voir ma face. Si maintenant j'active la transparence, en fait, je vais voir à travers mes objets. C'est le bouton qui se trouve ici, donc dans mon menu ici supérieur, qui concerne la visualisation de mes objets dans ma scène 3D. Donc si je clique sur ce bouton-ci avec les deux carrés l'un sur l'autre, là je vais voir en travers mes objets et je vais pouvoir facilement sélectionner ici et descendre légèrement. Donc évidemment là je rentre dans le sol, il faudra qu'après je bouge l'objet. Et pour bouger cet objet, je vais remettre plus sur le sol, parce que là il vient de rentrer dans le sol puisque je l'ai modifié. Donc je vais devoir le faire cette opération au niveau objet. Donc là je suis en sous-objet, je suis en train de modifier la structure, la forme, à quoi ressemble cet objet, et donc je vais par contre devoir faire une opération de déplacement de l'objet, elle en mode objet. Donc je vais sortir de ce mode sous-objet, donc je vais plus être en edit mode mais en mode objet. Pour ça, je vais taper tabulation, donc là maintenant je suis en mode objet, je n'ai plus besoin d'être en transparence, donc je vais décliquer ma transparence et je vais pouvoir remonter mon objet pour qu'il soit à la surface. Dans un premier temps, je vais même le mettre un peu plus haut que ce sol. Voilà. Ok, donc là j'ai quelque chose qui est plus ou moins dans la forme. Enfin, plus ou moins parce que c'est quand même très anguleux. Alors, c'est anguleux, notamment parce qu'on est ici en face de polygones. Et donc les polygones, ce sont des faces qui sont super planards. En 3D, ce sont des angles qui sont super précis. On est dans de la mathématique appliquée. Donc quand on lui dit « Ah, je veux un angle de 97 degrés, 98 degrés », eh bien il fait exactement 98 degrés. Il ne fait pas plus ou moins 98 degrés. Et donc on a des choses qui sont parfois pas aussi arrondies que ce qu'on voudrait dans la réalité. Et comment est-ce qu'on peut régler ça? Si je prends, et là, avant de continuer sur cet objet, je vais illustrer mon propos avec un autre objet. Donc je vais ajouter un objet sphère, UV sphère. Et dans ces paramètres ici, donc dès que je crée un objet, en fait, j'ai des possibilités de paramètres qui apparaissent. Alors ces paramètres n'apparaissent que au moment de la création. Dès que j'aurai manipulé l'objet, ces options ici vont disparaître, je ne pourrai plus les changer. Donc ça, c'est une grande différence avec d'autres logiciels où il y a une sorte d'historique de la construction des objets qui permettent de pouvoir modifier la manière dont ils ont été définis à la création plus tard. Dans Blender, vous ne pouvez les définir qu'au moment de la création. Donc voilà, il faudra faire avec. C'est une des limitations de ce logiciel, en tout cas pour le moment. Donc j'ai mon UV sphère, elle a 32 segments et 16 rings. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 32 divisions verticales, 16 divisions horizontales pour créer cette sphère. Je vais redescendre ça à 8 sur 8, comme ça on aura un peu plus l'idée de ce que je cherche à vous montrer. Et on va faire une histoire de 10 mètres, voilà, ce n'est que pour illustrer. Donc si on regarde cette sphère qui n'est pas du tout très arrondie, puisqu'elle est très en facettes, puisque je n'ai que 8, en fait, si vous regardez bien les fameux 8 paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 8 faces ici et 8 lignes comme ceci. Donc voilà, donc en gros on a cette sphère qui est constituée de toutes ces faces. Ce n'est pas très arrondi. Si je refais une autre sphère, je vais prendre une autre sphère et au lieu de 8 segments, je vais en prendre 128 sur 128 lignes.
Voilà la sphère qui est là. On voit tout de suite qu'elle paraît beaucoup plus ronde. Pourquoi? Donc parce qu'il y a plus de définition, il y a plus de faces. Si je me rapproche, ce sont encore des faces. Mais elles sont tellement petites que finalement, ça donne l'impression d'être lisse. Donc la différence qu'il y a entre celle-là et celle-là, c'est un nombre de faces. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un nombre de faces suffisant que pour créer un effet d'arrondi. Mais plutôt que de devoir gérer ça tout le temps, on utilise une fonction qui s'appelle la subdivision de surface et qui crée artificiellement ces faces supplémentaires. Enfin, quand je dis artificiellement, ça crée ces faces supplémentaires, mais ça ne les crée pas dans la manipulation de l'objet, ça les crée pour éventuellement être utilisé au moment où on va calculer l'image finale. Le principe de cette opération, c'est en gros, si je prends un cube, voilà, je prends un cube. Si je prends un cube et que ce cube, je lui applique une subdivision de surface, donc je vais aller dans les modificateurs, donc mon cube sélectionné, je vais dans les propriétés modificateurs, je vais lui ajouter une subdivision de surface, et bien ce cube devient une sphère. Si je lui donne plus de définition dans la subdivision, plus je lui donne de subdivision, plus il devient sphérique. Donc c'était un cube à la base, et il devient sphérique. Comment il se fait que ce cube devienne une sphère? Eh bien, en fait, ce cube est toujours un cube, quelque part, mais il est subdivisé. En gros, le principe, c'est que j'ai un algorithme qui va regarder le milieu de ce edge-ci, le milieu de ce edge-là, qui va tracer une courbe entre les deux milieux et qui va se servir de ça de chaque côté, sur chaque face du cube, pour définir la forme qu'aura mon cube subdivisé. Et donc si vous faites un cercle sur chaque face du cube, vous avez au final un rond en 3D. En gros, regardez Interstellar, le film, et peut-être que vous comprendrez pourquoi un trou noir dans l'espace c'est une boule. Enfin voilà. Donc c'est un peu l'idée, c'est quand vous avez une face sur chaque face d'un cube, que vous avez un rond sur chaque surface d'un cube, au final vous avez une sphère. Donc ça c'est l'idée de la subdivision de surface. Alors je vais me débarrasser de ce cube, voilà, et on va voir ce que ça veut dire sur notre objet ici. Si je lui mets cette même fonction de subdivision de surface, donc je vais ajouter subdivision de surface, j'ai quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que je voudrais avoir. On dirait une espèce de savon tout à fait usé. Mais quand je viens en mode sous-objet, ma forme est toujours là. Alors, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça puisse me donner quelque chose d'intéressant? Donc, on a vu que le principe, c'était, il va regarder la longueur de l'edge, sélectionner la moitié, et en fonction de cette moitié, il va regarder la longueur de l'autre edge aussi, sélectionner la moitié. En fonction de ces deux moitiés, il va tracer une courbe entre ces deux moitiés. Si maintenant la longueur de l'edge était plus petite de chaque côté, eh bien, il ferait une plus petite courbe. Donc si par exemple je rajoute une ceinture d'edge ici au-dessus, CTRL R, je vais rajouter une ceinture d'edge et on voit que tout d'un coup mes courbes qui sont générées par la subdivision de surface deviennent plus serrées. Parce que la longueur de cet edge est plus petit et donc la courbe elle part de là maintenant et elle vient jusqu'ici, donc ce qui est beaucoup plus étroit. Si maintenant je fais pareil dans l'autre sens, CTRL R mais en vertical, et donc pour ça je me place avec ma souris sur un des edges ici en surface, comme ça il va créer la proposition de division sur sur la verticalité de l'objet. Et donc, si je fais ça, on voit ici que je recrée un coin d'une certaine manière. Ici, je vais faire pareil, CTRL R, donc je me place sur un des edges ici, à ce niveau-ci, en horizontal. Je clique pour valider le fait d'avoir créé cette ceinture d'edge et je bouge ma souris pour placer correctement ma ceinture d'edge. Et donc ici, j'ai replacé
les éléments. Alors évidemment, je l'ai fait pour cette face ici, ou quand je suis en face ou quand je suis de dos, mais il faut que je le fasse aussi pour quand je suis de profil. Et de profil, c'est pareil, je vais faire un CTRL-R et je vais glisser, voilà, pour repincer. Peut-être pas de trop, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre modèle, on voit qu'il est arrondi d'une certaine manière. Donc, je vais le mettre plus par là. Donc ici, on voit qu'il y a des arrondis un peu différents à traiter. Ici, je vais faire pareil. Et je vais le remettre là. On va dire que ça, c'est le devant. Le devant est un peu plus fermé. Donc, je le ramène un peu plus devant. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai quelque chose qui est un peu plus proche que ce que je dois avoir. Alors ici, en dessous, je vais encore rajouter aussi une division que je vais descendre pour retrouver une certaine angulation. Voilà, et donc si maintenant je reviens en mode objet, tabulation, eh bien j'ai une forme qui ressemble beaucoup plus à ce que devrait être mon GSM, avec des coins qui ne sont pas tout à fait droits, mais un petit peu arrondis, et qui sont encore en facettes. On voit encore des bouts qui sont pas très lisses. Donc pour ça, je peux activer une fonction de lissage de l'objet. Donc avec mon objet sélectionné, je vais dans le menu objet et je vais cliquer sur Shade Smooth. Et là, j'ai mon objet qui est beaucoup plus lisse. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc là maintenant, je vais pouvoir passer sur le travail d'affinement parce que effectivement, on voit ici, ça doit être un peu plus pincé par là, etc. Et donc il va falloir un peu modifier des choses, mais grosso modo, j'ai déjà retrouvé cette forme légèrement arrondie au-dessus et en dessous, avec juste quelques divisions. Ce qui est très important, c'est qu'en mode sous-objet, je vois que je n'ai pas beaucoup de faces qui soient là. Et c'est très important de ne pas avoir trop de faces, parce que plus on a de faces, plus après le calcul de l'image finale, qui va nous permettre d'avoir des images qui sortent de la 3D, peut prendre de temps en fonction du nombre de faces. Enfin, plus on a de faces, plus c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon rapport entre le nombre de faces et la forme qu'on cherche à avoir au final. Ici, sachant que la subdivision de surface, si vous voyez bien, vous avez deux onglets, vous avez Viewport et vous avez Render. Et donc, c'est quelque chose qui va agir soit au niveau du calcul de l'image, soit au niveau de la visualisation. On verra plus tard, quand on fera une image, à quel point ça peut être intéressant de jouer sur ce rapport-là aussi par la suite. Mais nous allons d'abord tout de suite sauver notre scène. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est aller dans External Data et vérifier que la première case est bien cochée. Automatically Pack into Blend, vous devriez faire ça même systématiquement dès que vous créez une scène, automatiquement venir cocher cette case. À quoi ça sert? Ça sert à enregistrer dans le fichier 3D toutes les images que vous allez intégrer dans votre scène, toutes les images, tous les objets, etc., de manière à ce qu'ils ne doivent pas chaque fois rechercher le lien, la direction où est l'image dont il a besoin. Si vous passez d'une machine à l'autre, d'un PC à un Mac par exemple, ou des choses comme ça, vous risquez d'être embêté, sauf quand vous avez cette option qui est cochée, parce que là tout est intégré dans la scène 3D et donc vous n'avez jamais plus aucun souci. Donc une fois que ça c'est bien, coché, on va faire un Save As et vous allez sauver ça quelque part dans un dossier que vous allez appeler par votre nom en majuscule, underscore votre prénom en minuscule, donc avec une majuscule pour commencer, encart tech, puisque c'est votre classe, exercice 1 ou exercice X, enfin en fonction de l'exercice, ce sera chaque fois la même structure pour de nom pour le dossier, et dans ce dossier-là, vous allez sauver votre nom de la même manière en mettant des versions. Quand c'est la version qui n'est pas la version finale, eh bien vous mettez la version X, version 1, 2, 3, 4 suivant les sauvegardes. Dans ce cas-ci, ce sera la version 1 puisque on n'a pas encore sauvé notre scène. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut sauver. Si vous êtes victime d'un
plantage, ce qui peut arriver, c'est un logiciel comme n'importe quel autre, ça peut aussi planter. Vous avez des possibilités de recouvrer la dernière session ou de lancer un autosave. Donc toutes les 5-10 minutes, Blender enregistre votre travail et donc vous pouvez récupérer. Vous ne pouvez pas récupérer une version d'il y a 2 jours, vous pouvez récupérer une version d'il y a 5 minutes. Donc ça vous permet éventuellement de ne pas avoir complètement perdu l'entièreté de votre temps. Par contre, une chose que vous pouvez faire aussi, quand vous avez déjà sauvé votre fichier, c'est aller rechercher dans la liste des scènes que vous avez sauvées. Vous pouvez déjà alors aller rechercher là, éventuellement, des anciennes scènes que vous avez sauvées précédemment. Voilà, donc on va passer à la vidéo suivante.